Bonsoir à toutes et à tous. Je suis fort heureux de vous accueillir pour une nouvelle séance de ce magnifique cycle organisé par notre présidente, Bettina Laville, dans les locaux de l'Institut d'études avancées de Paris, qui sont aussi une des salles de l'Hôtel de Lausanne qui nous est généreusement affectée par la ville de Paris. Comme vous le savez sans doute, mais je le rappelle pour ceux qui ne nous connaissent pas bien, l'Institut d'études avancées, qui est l'émanation maintenant de 25 des institutions d'enseignement et de recherche parisiennes et franciliennes, est l'endroit où les meilleurs chercheurs du monde viennent rencontrer notre écosystème local pour y nouer des liens durables. Et nous sommes aussi le lieu de certaines opérations d'intelligence collective de nos membres, ces institutions d'enseignement et de recherche. Et nous avons le plaisir d'accueillir régulièrement de grands intellectuels pour des cycles comme celui qui est organisé par notre présidente. Je vous souhaite beaucoup de plaisir pour cette heure et demie de discussion sur le thème un peu triste mais tellement contemporain de la rupture. Bettina, ma chère, je te laisse. Merci, cher Sadi. Voilà, nous sommes ravis de vous accueillir pour ce nouveau cycle de cette année que effectivement nous avons posé autour des ruptures. La rupture, ai-je lancé, et je représenterai mes deux intervenants, tous deux très au fait du sujet sous des éclairages tout à fait différents tout à l'heure. Mais je voudrais juste dire un mot d'abord pour saluer Marie-Christine Lemardelet, qui est adjointe à la recherche et à l'enseignement de la municipalité de Paris, qui ne prendra pas la parole alors que j'aurais été très heureuse qu'elle le fasse, mais qui a décidé de respecter le devoir de réserve avant les élections, d'une part, et d'autre part de saluer l'ensemble des personnes qui sont fidèles très souvent à ces soirées qui effectivement, à propos desquelles on essaye de traiter des sujets de société. Alors, pourquoi la rupture après des sujets extrêmement différents qui ont été depuis 3 ans, les biens communs, ensuite la question peut-on mesurer le monde, et la troisième question, peut-il y avoir de nouvelles lumières, l'année dernière, qui est une question extrêmement présente, où on avait d'ailleurs parlé des lumières obscures qui maintenant font florès dans la presse. Voilà. Alors, pourquoi la rupture? Alors, en fait, cette question, pour tout vous dire, je tournais un petit peu autour du sujet. Et puis, je vais faire 1 minute de politique, même si on n'en fait pas dans cette maison, parce que j'ai été très frappée de voir sur le perron de Matignon, je l'ai d'ailleurs mis sur le site de l'IEA, Monsieur Lecornu, que je ne voyais pas pour moi comme un homme de rupture, en fait, dire quand il a pris ses fonctions, il va nous falloir des ruptures. Alors ça m'a beaucoup frappé comme comment dirais-je, expression, parce que dire des choses sur le perron de Matignon, c'est jamais anodin. Et d'autre part, ce qui m'a amusé, c'est qu'on le présentait, et il se présente toujours d'ailleurs, comme un homme de réconciliation, comme un homme d'harmonie, etc. Et donc, ça me paraissait un petit peu contradictoire. Évidemment, je ne me prononcerai pas dans un devoir de neutralité de la présidence que j'exerce si la promesse de rupture a été ou non tenue. Et un de mes amis m'a passé un sondage ce matin qui a été fait par en fait l'organisme de prévoyance, d'où il sort. Alors il faudrait évidemment, c'est pas auprès de vous que je dirais ça, regarder évidemment comment a été fait le sondage, etc. Mais ce qui ressortait, c'est que 88% des Français appellent à une rupture, et ils appellent à une rupture en même temps qu'à une plus grande protection, comme si les ruptures amenaient des protections. Dans l'histoire non plus, je ne peux pas dire qu'on a de grands exemples là-dessus, mais pourquoi pas. Et donc, en fait, ce mot rupture, il est évident qu'il est appelé comme une sorte de salut en ce moment, alors que, d'autre part,
on déplore que beaucoup de ruptures se fassent en ce moment. Rupture, mon Dieu, vais-je dire géopolitique, Monsieur Batti? Alors je vais oser, mais une fois seulement. Rupture avec, bon, évidemment, venant en particulier des États-Unis avec notre ordre auparavant. Et finalement, cette rupture est à la fois demandée, si l'on croit à toutes sortes de systèmes, enfin de propos politiques, et effectivement beaucoup crainte en fait, et c'est un petit peu le paradoxe de tout cela. Pour illustrer encore une fois le propos, tout le monde a remarqué le discours de McCartney dernier qui a été très remarqué parce que c'était vraiment une proposition du dirigeant canadien, et le discours commençait par nous vivons une rupture de l'ordre international. Donc en fait, si vous voulez, nous sommes en face en fait de propos sur la rupture qui est comment dirais-je, qui sont d'ordre très différent. Alors, ces ruptures, en plus, sont parfois appelées autrement. Elles sont appelées cassures. Et ce n'est pas à vous que je rappellerai ça, puisque vous avez écrit un livre qui portait ce thème et ce titre. Elles sont beaucoup appelées fêlures aussi. Alors ça, c'est plus dans l'ordre intime. Il y a un livre qui vient de paraître d'ailleurs qui s'appelle Fêlure, d'une philosophe par ailleurs, princesse de Monaco, mais je veux dire, en quoi serait-ce incompatible, qui est un livre très intéressant. Dans mon milieu environnemental, on parle de bascule très souvent, avec une bascule climatique qui est très menaçante. On parle beaucoup de clivages, ça c'est plus doux, mais les clivages peuvent appeler des ruptures. Et puis très souvent, dans cette époque religieuse, on parle de schisme en fait. Donc en fait, il y a toute une palette de mots, mais finalement, celui qui traverse tous ces mots, c'est bien l'idée de rompre avec un ordre établi, avec l'ordre d'avant, et la peur de rompre, puisque après la rupture, la proposition qui est faite est plutôt menaçante et en tout cas inconnue. Donc ce thème m'a particulièrement m'a paru très, très intéressant et particulièrement d'actualité. Alors j'ai évidemment réfléchi qui inviter pour la première séance, étant donné qu'il y aura 3 autres séances. Dans la seconde, on parlera plutôt des ruptures anthropologiques, donc des ruptures justement géopolitiques, la troisième des ruptures anthropologiques et la quatrième des ruptures scientifiques et épistémologiques. Et il nous fallait poser le sujet. Et alors, je dois dire que peut-être que vous êtes comme moi, quand je dis rupture, bah, je ne pense pas tout de suite à la géopolitique et je pense aux ruptures dans ma vie, dans notre vie que nous connaissons, que nous avons connues, dont nous avons souffert, jusqu'aux plus grandes, évidemment, les ruptures étant la disparition, etc. Et donc j'ai pensé qu'il fallait pour commencer un philosophe. Et vous avez écrit sur la rupture, et ce qui m'a beaucoup plu dans votre ouvrage, dont vous allez bien sûr nous parler, même s'il est un peu, je dirais pas ancien, mais vu votre âge quand même un peu ancien, hein, ça a été un de vos premiers livres en l'occurrence, et j'ai trouvé passionnant ouvrage que vous traitiez en fait de tout un peu, c'est-à-dire des ruptures personnelles, des ruptures philosophiques, des ruptures sociétales, et en fait que vous posiez, mais ça vous allez nous le dire beaucoup mieux que je ne le ferai, vous posiez les ruptures au sens de la continuité aussi, ce qui nous permet effectivement de
finalement peut-être de quitter la cassure. Mais ça, vous le direz ensemble. Je rappellerai que vous êtes professeur de philosophie, que vous êtes producteur délégué de l'émission Avec philosophie sur France Culture et que vous enseignez à l'université de Paris 1, Panthéon-Sorbonne, et que vous êtes auteur de livres, d'une thèse, donc La Rupture, que vous trouvez encore, d'ailleurs il est quand même pas très ancien ce livre, il est de 2015, et aussi un autre qui est Le vrai métier, dont vous allez peut-être nous parler. Alors, quand on dit rupture, moi je pense, pardonnez-moi monsieur le professeur et cher ami, à vous Bertrand Badi. Pourquoi ? Pour deux raisons. Premièrement, parce que vous avez effectivement écrit sur la cassure, et deuxièmement, parce que quand on vous écoute, et beaucoup de gens dans cette salle vous écoutent dans différentes émissions, vous êtes parmi ces... on dit politologue quoi, à votre oui, on dit très bien. Oui, non, mais à votre voilà, vous faites partie, voilà, c'est le mot chic qui est juste, c'est politiste. Vous faites partie de ces politistes qui, et c'est très agréable, ne mâchez pas vos mots. Et ça, c'est voilà. Et quand il faut dire rupture, vous le dites, alors que certains de vos congénères, si j'ose dire, parle plus de progression, d'évolution, de trajectoire, etc. etc. Et d'autre part, alors s'il le faut, je rappelle que vous êtes professeur émérite des universités à Sciences Po, que vous êtes docteur en sciences politiques, et que vous avez été vous avez été directeur des collections, en l'occurrence de presse, des presses de Sciences Po, que vous êtes auteur d'innombrables livres. Alors, j'ai juste choisi ceux qui sont autour du sujet. La diplomatie des droits de l'homme, parce que je crois qu'il y a une question justement des droits de l'homme dans la rupture. L'impuissance de la puissance. Alors ça, c'est vraiment un livre que j'ai beaucoup aimé pour ma part. Le temps des humiliés. Et aussi ce beau titre qui est Nous ne sommes plus seuls au monde. Ça, je pense qu'on s'en est vraiment rendu compte. Vous l'avez dit un peu avant les autres. Et d'autre part, Quand le Sud réinvente le monde. Et vous venez de sortir un ouvrage dont le titre est Par-delà la puissance et la guerre, la mystérieuse énergie sociale. Voilà. Et vous faites partie de ces politologues, politistes, qui intègrent beaucoup le social justement aux relations internationales. Et c'est sûrement ça d'ailleurs qui vous distingue d'autres collègues. Voilà. Donc, on est heureux, messieurs, d'ouvrir cette séquence avec vous à cause comment dirais-je, à la fois de votre grand savoir tous les deux et puis des différences d'approche. Je crois que c'est ça qui permet en fait d'ouvrir le mot rupture. Et je vais commencer par le philosophe, si vous permettez, si Bertrand Badi me le permet, pour que vous nous emmeniez dans le sens philosophique du mot rupture, au sens personnel, intime, philosophique, sociétal, et puis toutes sortes de choses que je ne connais pas encore. Un grand merci Bettina Laville pour votre invitation, ainsi que les responsables de l'Institut d'études avancées de Paris, Héloïse Lehugeur pour l'organisation, et bien sûr un grand merci à vous qui êtes présents et présentes. Alors, dans la présentation de ce cycle de conférences, il est écrit, je cite, « On entend de manière récurrente que nous vivons une époque de rupture ou que nous vivons une époque de transition, expression qui tendent à remplacer ce qui prévalait encore il y a 2 ou 3 ans. » Alors, il est manifeste que le mot « rupture » fait l'objet d'un usage courant dans le débat public, que ce soit à l'échelle politique, géopolitique, pardon, Bertrand Badi, ou scientifique. On peut remonter, cela dit, je crois, encore plus loin dans le temps, puisqu'il y a une vingtaine d'années, Nicolas Sarkozy, qui n'est pas encore officiellement candidat à l'élection à la magistrature suprême, déclare dans un entretien au journal Libération, daté du 19 juillet 2005, je le cite, « J'ai la conviction même que 2007 ne se traduira pas par un désir d'alternance, mais par une volonté de rupture. »
C'est sur ce thème de la rupture qu'il fera campagne, et c'est en usant du mot rupture qu'il exposera le 20 juin 2007, en qualité de président de la République, cette fois, les grandes priorités de sa présidence. Je le cite à nouveau. Le 22 avril et le 6 mai, les Français ont fait un choix. Ils l'ont fait sans ambiguïté, ils ont choisi le changement, ils ont approuvé un projet de rupture avec les idées, avec les valeurs, avec les comportements du passé. C'est cela la rupture avec le malthusianisme, la rupture avec un monde social, un monde économique, un modèle éducatif, d'où le travail est exclu en tant que valeur. Il faut tout remettre à plat, il faut une révolution dans les mentalités, dans les comportements, dans les méthodes. Cette dernière déclaration me donne l'occasion d'exposer ma première idée. Cette déclaration repose en fait sur ce qu'il conviendrait d'appeler un flottement conceptuel. Ce flottement conceptuel, c'est celui qui, dans la déclaration du président Nicolas Sarkozy, passe du mot rupture au mot révolution, comme si ces deux termes étaient interchangeables. Je rappelle sa formule, il faut une révolution dans les mentalités, dans les comportements, dans les méthodes. Or, ces deux termes ne sont pas équivalents. Ce sera l'objet de ma première clarification conceptuelle avant de vous proposer une analyse du concept de rupture que j'adosserai à une théorie du lien, à ce que j'appelle une desmologie, du grec desmos, lien, et logos, discours. Alors, quelle est la différence entre rupture et révolution? Il me semble que la notion de révolution contient en elle-même une promesse, qu'elle soit tenue ou pas, la promesse de lendemain qui chante, comme on dit. Il s'agit de renverser un ordre social et politique, mais pour instituer un nouvel ordre dont nous attendons qu'il réponde à nos aspirations et à nos désirs. Dans l'idée ou le concept de révolution, il y a l'idée qu'on se révolte et qu'on se bat contre un ordre, un pouvoir que l'on juge oppressant. Mais il y a aussi l'idée d'un ordre meilleur, un ordre qui satisfasse notre désir d'égalité, de liberté, d'émancipation. La révolution se comprend donc dans la dynamique d'une visée. Avec la révolution, demain nous fait signe, et c'est cet appel qui nous entraîne aujourd'hui à nous révolter. Le terme de rupture ne contient aucune promesse de ce type. La rupture, à la différence de la révolution, est entièrement dépendante du passé, d'un passé qui ne s'accorde plus avec notre présent. La rupture apparaît comme perturbation de sens, et ce mot sens est à entendre dans sa double acception. D'une part, la rupture est perturbation de sens en ce que le réseau signifiant qui structure le cours ordinaire de nos existences est brouillé. D'autre part, l'expérience de la rupture est une expérience de la désorientation. Nous ne savons plus où aller et vers quelle direction tendre. Va-et-vient entre un passé que l'on rumine et un présent marqué par l'hésitation. Toute projection future est alors mise en difficulté. Et telle est l'ambiguïté de la rupture, telle est l'ambiguïté de ce qu'on pourrait appeler le brouillard de la rupture. Avec la rupture, pas de lendemain qui chante, du moins pas encore, mais plutôt des hier que nous pleurons et des aujourd'hui que nous déplorons. Ajoutons un élément essentiel pour caractériser l'essence, la nature de la rupture, c'est qu'à la différence de la révolution, qui est désirée par ceux et celles qui la portent, la rupture, elle, n'est pas voulue, elle n'est pas désirée. Elle arrive sans crier gare, elle vient frapper nos subjectivités sans que nous nous y attendions. Soudainement, la relation à l'autre ou la relation à soi ne font plus sens, ou du moins font sens autrement. Vous pourrez m'objecter que l'on peut désirer rompre, vous m'objecterez aussi qu'il est assez banal dans un couple, par exemple, que l'un des partenaires désire rompre et mettre un terme à la relation. Il me semble qu'il s'agit ici d'un abus ou d'une erreur de langage. Quand on dit que l'on désire rompre avec quelqu'un, ce que l'on veut dire en réalité, c'est que l'on souhaite se séparer de cette personne. Or, autre clarification conceptuelle, la rupture n'est pas la séparation. Il faut donc là, ici encore, opérer une distinction importante. La rupture est un principe de discontinuité qui œuvre au sein d'un rapport ou d'une relation qui ne dépend pas des termes qui composent ce rapport, tandis que la séparation maintient les termes du rapport dans leur irréductibilité.
La séparation reconduit les individus dans un face-à-face, tandis que la rupture concerne la relation en elle-même, laquelle, si vous voulez, constitue une espèce de troisième terme ou un troisième sujet qui est constitué par l'union de deux sujets. Or, cette union, ce troisième terme, ce troisième sujet, ne peut pas dépendre, par définition, de la volonté d'un seul des deux sujets. Pour le dire autrement, lorsque nous souhaitons nous séparer, c'est-à-dire sortir d'un certain ordre amoureux ou un ordre amical, c'est que la rupture s'est déjà opérée. Et c'est précisément parce que la rupture a déjà eu lieu que nous voulons mettre un terme à la relation. Chacun des deux termes, donc, retrouve ou a retrouvé son individualité, soit pour l'accepter, désir de séparation donc, soit pour le refuser, mais il n'en reste pas moins que l'ordre passé n'est plus et ne respire plus. De ces analyses, si vous les acceptez bien sûr, découle l'idée force selon laquelle l'expérience de la rupture est une expérience de l'intranquillité. Pardon de revenir encore et à nouveau à Nicolas Sarkozy, dont je ne suis pas l'exégète, mais les formules qu'il a employées il y a une vingtaine d'années sont très symptomatiques. Il a, durant sa campagne présidentielle, parlé, je le cite, de rupture tranquille. Je renvoie ici à un entretien paru dans Le Monde le 30 novembre 2006, en écho évidemment à la force tranquille de François Mitterrand. Or, cette expression de rupture tranquille est un pur oxymore. Si une force peut être tranquille, une rupture ne peut jamais l'être. Rupture tranquille est un oxymore. Toute rupture inclut trouble et inquiétude. Elle introduit de la discontinuité dans un ordre qui aspire ou aspirait à la permanence et à la continuité. Est-ce à dire que toute rupture est malheureuse parce que intranquille? Eh bien non, et c'est là l'un des sens assez inhabituel, j'en conviens, que je donne au concept de rupture. La rupture peut paradoxalement relever d'une expérience de ce qu'on pourrait appeler l'inquiétude heureuse. Rupture intranquille, mais inquiétude heureuse. La thèse que je soutiens devant vous est que tout lien authentique et profond repose sur une dynamique de la rupture. Et par voie de conséquence, tout rapport à soi se construit sur fond de rupture. Alors pour comprendre cette idée qui peut paraître bien paradoxale, il nous faut revenir à une expression que j'ai employée à de nombreuses reprises, sans l'expliciter, à savoir celle d'expérience de la rupture. La rupture ne peut pas être pensée, comme on a spontanément tendance à le faire, comme un événement. L'événement se définit dans une séquence temporelle marquée par une relative épaisseur, une durée. L'événement est circonscrit entre un point A et un point B. L'événement est par définition objectivable et peut faire l'objet d'une description précise, d'une prédication, dit-on en philosophie. La rupture, elle, selon moi, échappe à cette objectivation dans la mesure où elle se manifeste comme ce qui met précisément un terme à un événement. Contrairement au sens obvi du terme, la rupture, pour moi, n'est pas un événement. On ne décrit pas la rupture. Ce que l'on peut décrire, c'est l'ancien ordre que l'on répugne ou qui ne satisfait plus à nos attentes. Là où l'événement est singulièrement marqué, au point qu'il nous est permis donc d'en déterminer les points d'envol et de terminaison, la rupture, elle, se soustrait à toute localisation. Mais la rupture ne se réduit pas à un ordre passé, fût-ce sous le mode de la répudiation. La rupture nous installe dans ce que je vais appeler le seuil de l'être. Je vais bien sûr préciser cette expression. Nous ne faisons plus corps, dans l'expérience de la rupture, nous ne faisons plus corps avec l'ordre ancien, mais nous ne faisons pas encore corps avec l'ordre qui est à venir. Voilà pourquoi elle relève d'une expérience de l'inquiétude et de l'intranquillité. Mais ne plus faire corps avec l'ordre ancien n'implique pas nécessairement et toujours que nous le répudions. Il arrive, et c'est sans doute le cas le plus fréquent, que nous ne fassions plus corps avec un certain état de la relation et que pour se maintenir, cette relation, cet ordre, appelle à son dépassement. Ce n'est ici, au fond, qu'inscrire la relation dans une logique processuelle, dans un mouvement
qui est la condition même de sa perpétuation. En cela, la discontinuité ne s'oppose pas à la continuité, comme c'est le cas lorsque nous pensons la rupture comme point de non-retour. C'est bien sûr son sens obvi que nous ne récusons pas, mais qui n'épuise pas et ne peut pas épuiser tout le sens de ce concept de rupture. La discontinuité est aussi, et paradoxalement, la condition même de la continuité. Je m'explique. Une relation ne se maintient pas d'elle-même. Elle nécessite effort, implication, projet, doute, point d'achoppement, ligne de frottement. Or, l'effort, le doute, le frottement sont des formes de discontinuité. La relation vivante se maintient dans un jeu de discontinuité dynamique sans cesse renouvelée, sans cesse relancée. Par l'expérience de la rupture, nous prolongeons donc, sur fond de discontinuité, un lien dont la continuité n'est maintenue que par son altération. Nous ne coïncidons que rarement avec les autres, y compris avec nous-mêmes, et c'est ce qui précisément fait la force du lien. La force du lien tient précisément à cette volonté assez énigmatique de tendre vers l'autre et de tendre vers soi. Il est, en mon sens, illusoire et assez ruineux du reste de considérer que le lien est lien lorsqu'il unirait des sujets transparents à eux-mêmes qui n'auraient plus qu'à se regarder, à se contempler pour se comprendre et s'aimer. Rien de pire, selon moi, que de considérer que celle ou celui que nous aimons est une personne que nous connaissons par cœur, comme on dit. C'est sans doute rassurant en apparence, mais en réalité, cela revient surtout à nier l'autre et à se nier soi-même. C'est oublier qu'en vertu de la logique même de l'existence, nous sommes soumis au changement et aux variations. C'est en cela que la rupture est une expérience essentielle et constitutive de notre rapport au monde. La force du lien, contrairement à la force en physique, répugne à toute logique inertielle. La linéarité du mouvement dans nos vies est synonyme de repos et donc de mort du lien. À cet égard, le repos, la quiétude et la tranquillité sont plutôt sources de malheur. Elles figent l'existence et contrarient par là même la dynamique de la vie. Le problème n'est donc pas de ne pas comprendre l'autre, c'est plutôt de ne plus vouloir le comprendre ou croire qu'on l'a déjà compris, ce qui est une autre manière de ne pas le comprendre. Que l'autre demeure une énigme, et que soi-même demeurions encore une énigme aussi, que nous ne parvenons pas ici et maintenant à nous comprendre, que nous ne sommes pas raccord avec elle ou avec lui, peut aussi être ce qui, précisément, nous accule à être avec lui ou avec elle. Toute rupture n'implique donc pas séparation. À l'inverse, certaines ruptures sont des invitations à prolonger le lien. C'est pourquoi l'on peut parler ici d'une expérience de l'inquiétude heureuse. Ce qui demeure d'altérité chez l'autre aiguise mon attention, ma curiosité, mon désir. Et en cela, le lien, qu'il soit de nature amoureuse, amicale, n'est pas tant objet de fixation d'un passé commun auquel nous sommes attachés, qu'il n'est aussi et surtout désir de construction et de prolongement. Tel est aussi le sens profond de l'engagement. S'engager, c'est littéralement mettre en gage notre histoire commune, avec certes le risque de tout perdre, mais aussi celui de gagner, si l'on veut filer cette métaphore financière et économique quelque peu grossière. L'ordre amoureux, l'ordre amical, ne sont pas des ordres figés, c'est un ordre dynamique et processuel qui obéit à une logique incoative, c'est-à-dire qui ne cesse de se transformer, le lien ne cesse de se transformer à mesure qu'il se vit pleinement. Et lorsqu'il y a rupture définitive, c'est souvent parce que l'ordre s'est figé et n'a pas pu se réinventer. Paradoxalement, c'est la rigidité qui s'expose à la rupture. Les matériaux rigides sont par définition cassants, c'est-à-dire cassables. Alors, ce que nous venons de définir brièvement en focalisant notre propos sur les relations interpersonnelles et sur ses implications sur notre propre subjectivité, me conduit maintenant à interroger l'usage du mot rupture lorsque ce terme est employé pour désigner des phénomènes, plus largement, des phénomènes de césure qui se produisent dans notre expérience. C'est notamment le cas, vous l'aurez compris,
lorsque nous parlons de rupture anthropologique, à l'instar de ce cycle de conférences organisé par Bettina Laville. S'agit-il ici du même concept que celui que nous venons de définir pour caractériser nos relations? Ou bien avons-nous affaire à un concept différent, un même mot donc, mais un concept autre? C'est sur ce dernier point que je terminerai ma présentation. Alors, répondre à cette question doit d'abord nous amener à situer et à contextualiser cette expression. L'idée de rupture anthropologique est, elle aussi, une expression que l'on entend dans le débat public et politique lorsqu'il s'agit notamment de déplorer et de condamner certaines évolutions techniques, en particulier en matière de bioéthique. Alors, je ne suis pas du tout spécialiste de ces questions au demeurant passionnantes, mais très complexes. Et ce qui va m'intéresser, c'est l'usage qui est fait du mot rupture. Je n'entrerai donc pas dans le détail des débats sur la PMA ou la GPA, par exemple. Ma réflexion s'en tient à une analyse purement conceptuelle. Que veut-on dire donc quand on parle de rupture anthropologique? Par cette expression, on désigne l'idée que l'humanité changerait radicalement de nature. On retrouve ici le principe de discontinuité que nous avions dégagé pour définir la rupture. Et comme dans le cas des ruptures qui mettent un terme à une relation, nous aurions affaire à l'effondrement d'un ordre qui laisserait place à un ordre nouveau, radicalement nouveau, lequel serait destructeur et néfaste. Alors il est manifeste que l'usage de cette expression est connoté négativement. La rupture ici serait une menace pour notre humanité. Nietzsche, au XIXe siècle, annonçait la mort de Dieu. Foucault, au XXe siècle, la mort du sujet. Désormais, nous serions confrontés au risque de la mort de l'humanité elle-même au nom d'un transhumanisme qui ferait fi des valeurs qui prévalaient jusqu'alors. Alors, à l'évidence, cette forme radicale de rupture ne peut qu'être source d'inquiétude, et en l'espèce d'une inquiétude malheureuse. Ce qui est ici dénoncé, c'est l'idée que le genre humain se couperait de sa nature, précisément en se coupant de la nature au profit de développements techniques et technologiques qui modifieraient notre rapport au monde, aux autres et à nous-mêmes. Pour n'évoquer qu'une des formes de cette dénaturation de l'idée d'humanité, j'évoquerai une réflexion de Hans Jonas dans son principe responsabilité. Tout être humain, dit Jonas, a le droit d'être une surprise pour lui-même. A le droit d'être une surprise pour lui-même. Or, pour être une surprise pour soi-même, il faut n'avoir pas été entièrement calculé par autrui, il faut ne pas s'être intégralement choisi soi-même, il faut échapper au fantasme d'autocréation de l'humanité par elle-même. L'idée de rupture anthropologique n'est pourtant pas nouvelle. Si l'expression peut l'être, son concept, lui, ne l'est pas. C'est en ce sens que nous trouvons chez Rousseau l'idée selon laquelle le développement technique a dénaturé l'homme. Au fond, il appartient à la nature de l'homme, de l'être humain, j'entends, de dépasser sa propre nature. Ce que Rousseau déplore du reste, mais le déplorer ne suffit pas à enrayer la dynamique. Il est manifeste que l'évolution de l'espèce humaine tend sans cesse à se modifier et se transformer, qu'on le déplore ou à l'inverse, que l'on s'en réjouisse. Ce que nous apprend cette rupture anthropologique, en réalité, ces ruptures anthropologiques qui jalonnent l'histoire de l'humanité, eh bien, cela nous dit quelque chose de ce concept de rupture que nous n'avons pas encore désigné et qui pourtant est aussi caractéristique des relations interpersonnelles, à savoir l'idée d'impuissance. Nous avons certes esquissé cette idée lorsque nous avons évoqué l'impossibilité d'un désir de rompre. La rupture est ce qui arrive, ce qui nous arrive sans que nous l'ayons décidé. Dans le cas des relations interpersonnelles, c'est l'idée que nos vies affectives sont inévitablement soumises au changement et à la variation. Dans le cas des mutations qui affectent l'espèce humaine dans son ensemble, nous ne pouvons pas maîtriser l'ensemble épars et complexe des inventions et des innovations qui transforment le monde. Et c'est tout le paradoxe de la technique, à vouloir se rendre comme maître et comme possesseur de la nature, selon la formule de Descartes, en serions-nous arrivés à devenir les esclaves d'une technique dont nous sommes les créateurs, mais que nous ne maîtrisons plus, ce que nous pourrions appeler l'effet Frankenstein.
Alors, en guise de conclusion, hein, nous avons donc dégagé d'un côté une rupture pensée comme heureuse et d'un autre côté une rupture considérée comme source de maux. Mais alors, comment comprendre la rupture? Dans les deux cas, il me semble que la rupture est considérée, doit être considérée comme un geste d'ébranlement d'un ordre passé. C'est ce que j'ai essayé d'argumenter, hein, c'est l'idée que le concept de rupture ne s'épuise pas non plus dans une détermination négative, hein, dans un geste qui serait purement un geste de répudiation. La rupture peut aussi être source d'inventivité et d'attention. J'aimerais faire une toute dernière remarque, à mes yeux, essentielle. L'usage du terme rupture dans le discours politique n'est pas anodin et entretient, il me semble, un lien étroit, très étroit même, avec ce qui se passe dans nos vies affectives. En effet, la rhétorique amoureuse dans le domaine politique est un fait majeur. C'est en ce sens, par exemple, que nous parlons du couple franco-allemand ou que l'on qualifie tel état de partenaire. Plus fortement, on parlera couramment d'amour de la patrie, amour au nom duquel les États en guerre demandent à leurs citoyens de risquer, voire même de donner leur vie. Or, il ne s'agit pas là, il me semble, uniquement de métaphores. Cela dit quelque chose de très profond quant à notre identité et quant aux liens que nous entretenons, aux liens politiques que nous entretenons et aux liens que nous entretenons bien sûr les uns avec les autres. Je vous remercie. Merci infiniment, Nassim, parce que vous avez vraiment dressé ce que je me permettais de souhaiter pour cette première intervention de cette séance, de cette première séance, c'est-à-dire, comment dirais-je, un aperçu global et un questionnement sur la rupture par rapport, le mot rupture par rapport aux différentes sphères en fait de notre vie et puis d'aller de Sarkozy à Descartes, c'est toujours une aventure. Moi, j'ai trouvé que ça passait un petit peu par Proust aussi. C'est des questions que je vous poserai tout à l'heure. Alors, cher Bertrand Badi, je vous ai vu prendre quelques notes, donc je suis sûre que vous allez réagir à quelques propos. C'est vrai que j'avais commencé l'exposé en citant le Premier ministre canadien et en citant toutes les ruptures qu'en fait, OTAN, alors je me retiens, géopolitique, ça la 4e fois, je pense que vous n'allez pas l'accepter. Donc, mondial, etc. Et diplomatique, finalement, manière d'être au monde également. Et donc, je voudrais savoir vraiment où vous en êtes de cette déclinaison des ruptures que nous vivons en ce moment. Et puis, il y a certainement, mais ça vous discuterez tous les deux, je vous demanderai de le faire après. C'est très intéressant cette distinction de rupture heureuse ou malheureuse. Et donc, je vous laisse choisir. Merci beaucoup. Je voudrais moi aussi commencer par des remerciements chaleureux de m'avoir flatté en m'invitant, en m'honorant de la participation de cette première session. Je voudrais aussi vous présenter des excuses parce que je suis pas au mieux de ma forme. Ça, c'est habile quand on est orateur, parce que comme ça, on dira bah il est pas si mauvais que ça. Hein. Mais en fait, je suis grippé et c'est pas très facile de prendre la parole dans ces conditions. Si vous voyez que ça tourne mal, il suffit de faire le 15, c'est très simple. Mais j'espère que vous n'aurez pas à le faire parce que ça pourrait gâcher la fin de cette session. Alors, ma réflexion se place dans mon domaine qui est celui de la science politique. Et lorsque, en sciences politiques, on raisonne sur ce sujet que vous m'avez donné à traiter, sujet que j'ai tiré et qui n'est pas facile, on est d'abord très embarrassé. Pourquoi ? Parce que, du moins dans le monde occidental, dans le monde euro-américain, la science politique est complètement déshistoricisée. C'est-à-dire que nous reposons
depuis les Lumières, mais même avant, depuis la Renaissance, depuis Hobbes, sur l'idée qu'il n'y a pas d'histoire. Il y a une évolution qui conduit à ce que quelqu'un a appelé la fin de l'histoire. Et c'est terminé. Et donc, toute la dynamique en politique mondiale, en relations internationales, c'est ce que l'on a appelé un temps, on n'ose plus maintenant le faire, le développement politique. C'est-à-dire, regardez comme nous sommes beaux, nous avons inventé la modernité, nous avons inventé la raison, nous avons inventé l'humanité, eh bien, il ne vous reste qu'à vous hisser à notre niveau. Donc, dans cette vision-là, où il n'y a pas de rupture du tout, mais une simple loi de l'évolution, où il y a des catastrophes passagères dont nécessairement on se relèvera. Alors, je crois que la crise de la pensée occidentale, si je peux employer des termes aussi généraux, aussi massifs, elle vient du fait qu'on s'aperçoit que ça marche de moins en moins. Moi, je m'oblige à une thérapie, je vais tous les ans, maintenant c'est tous les 2 voire 3 ans en Chine, et je parle à mes collègues chinois qui m'impressionnent d'ailleurs par la qualité de leur recherche et de leur connaissance du monde, et je m'aperçois qu'ils ont une grammaire qui est tout à fait différente de la nôtre. Je voudrais vous donner un exemple pour vous mettre dans l'ambiance. La dernière fois que je suis allé à Pékin et à Nankin, les 2 villes que j'ai visitées où j'ai fait des conférences, je demandais à tous mes collègues professeurs de relations internationales, la Chine est-elle l'allié de la Russie? J'ai posé la question une quarantaine de fois. Réponse 39 non, 1 je ne sais pas. Quand je demandais une explication de vote, on me disait mais écoutez, c'est très simple, il n'y a pas de mot en chinois pour alliance. Il y a des mots en chinois pour coopération, pour amitié, pour connivence, tout ce que vous voulez, alliance pas. Et si vous regardez l'histoire multimillénaire de la Chine n'a pratiquement jamais eu d'allié de son histoire, sauf Staline entre 49 et 60, et ça s'est plutôt mal passé, vous en serez d'accord. Donc ça, c'est une leçon de modestie. C'est-à-dire, il n'y a pas une autoroute qui mène d'un point à un autre et qui réduirait les ruptures à des stations-service. Et donc, c'est depuis très peu de temps qu'un certain nombre d'entre nous, pas tous, nous nous battons contre ce réflexe anti-historique et que nous disons, il serait peut-être temps quand même de regarder. Alors, ce que l'on a non pas appelé rupture, mais du beau mot qui nous vient d'outre-Atlantique, c'est un collègue états-unien qui l'a forgé, de séquence. Alors, pour faire plus scientifique, je vous le dis en anglais, sequence. Sequence. Pour les dîners en ville, c'est important de dire il y a des sequences. Et effectivement, cette idée de Crisis and Sequences, ça a été le premier livre qui a été publié dans ce domaine, in political development. C'est-à-dire ça casse l'idée de développement politique pour introduire justement cette idée de séquence. Alors, le problème maintenant, c'est d'interpréter ces séquences. Ces séquences sont-elles des ruptures ou des étapes? Il y a là une première distinction à faire. Dans un premier temps, on a parlé d'étapes, mais face à la multiplication des crises, on a essayé de marier crise et étape, et on est arrivé très près de l'idée de rupture. Avec une seconde question, alors en même temps on se retrouve, cher ami, puis en même temps on donne des sens un petit peu différents au concept, c'est normal, c'est comme ça en sciences sociales, n'est-ce pas? La rupture a une matérialité, c'est-à-dire que l'on peut identifier le phénomène de crise et le phénomène de passage d'une séquence à l'autre. Reste à l'interpréter dans une philosophie de l'histoire, mais ça, c'est une autre histoire. La cassure introduit, et moi je l'ai longtemps préféré, l'idée de rafistolage, c'est-à-dire une sorte de baisse de la capacité de la séquence dans laquelle nous nous trouvons, mais cette baisse de capacité est travaillée par quelques palliatifs, des rustines, des replâtrages, sans que pour autant on passe à un autre modèle. Et c'est ça qui est intéressant.
Donc, je voudrais centrer mon exposé sur cette idée de savoir si, dans le contemporain des relations internationales, il y a eu ce que j'appellerais prudemment pour l'instant des soupçons de rupture. C'est-à-dire des moments où on voit que quelque chose ne fonctionne plus et que quelque chose est en train ou est présumé se mettre en place. Pourquoi j'emploie ces termes qui vont vous ennuyer, la présumée, etc. Eh bien, parce que c'est l'histoire qui décide. C'est-à-dire, on ne peut pas, au moment d'une crise, savoir ce qu'il en sera dans 20 ans ou dans 30 ans, sauf rêver. Et je vais vous en donner tout de suite l'exemple. Alors, je voudrais partir de l'idée de cette présomption de 3 ruptures dans notre histoire contemporaine des relations internationales. Mais je vais m'interroger pour savoir si c'est vraiment des ruptures ou pas, et vous allez voir que ma réponse va être celle de la déception. Et puis ensuite, dans un second temps, je suis obligé, vu la maison d'où je viens, de vous parler en 2 temps, en 2 parties. Dans un deuxième temps, je vais essayer de voir comment finalement c'est l'idée de cassure qui reprend le dessus sur l'idée de rupture. Alors, les 3 grandes ruptures présumées, vous m'avez fait l'amitié de les rappeler, donc je ne vais pas être trop long en les exposant, c'est quand même rupture par rapport à quelque chose. Quand on parle de rupture, il faut se rapporter à quelque chose qui incarne une identité, même si ce terme est brûlant. L'identité, nous sommes tous les petits-enfants de Thomas Hobbes. Hobbes a inventé la politique moderne parce qu'il a accompagné en même temps la naissance de l'État-nation, la naissance de l'idée moderne de sécurité et, troisièmement, la naissance du système westphalien, c'est-à-dire du système international dont nous sommes les héritiers, avec également son droit, ses institutions, ses pratiques. Donc Hobbes est vraiment le personnage de référence. S'il y a rupture, ça peut être que par rapport à Hobbes. Vous vous rappelez la grande idée de Hobbes, l'individu est dans une situation d'insécurité permanente, hein, c'est Retailleau avant la lettre, quoi, en quelque sorte. Nous sommes dans une situation d'insécurité permanente, donc le rôle de la politique n'est pas, comme le disait Aristote, de produire de la coexistence, c'est tout simplement de produire de la sécurité. Et comment peut-on produire de la sécurité? Grâce à la souveraineté. C'est le souverain et seul le souverain qui est capable de vous protéger. Et comment fait le souverain? Il dit, vous me donnez une part de votre liberté et en échange, je vous protège. C'est le fameux pacte social hobbésien qui est créateur de l'État moderne. Alors ça fait que la scène internationale, elle est faite de souverains, et quand ils ont des différends entre eux, comment font des souverains qui ont des différends entre eux? Comme ils sont souverains, moi j'en parlais à monsieur de la Palisse qui m'a donné raison, comme ils sont souverains, ils ne peuvent pas se soumettre à un ordre qui leur est supérieur. Donc comment fait-on quand on a des différends entre États? La guerre. Et monsieur Hobbes, entre autres gracieusetés, nous a inventé la théorie de la guerre fonctionnelle, la guerre dont nous avons. Bon. Et donc, tout ceci a marché pendant 3 siècles. Ça a fonctionné, parfaitement fonctionné. Et alors, moi, je présume qu'il y a eu 3 ruptures, après 1945. Alors que pendant 3 siècles, il ne s'est rien passé. À partir de 1945, il y a eu 3 ruptures complètes par rapport à ce modèle. Première rupture, la décolonisation. Alors là, vous savez, c'est interdit de parler de la décolonisation décoloniale, postcoloniale. On risque de m'emmener au poste, hein, donc je vais être très prudent sur ce que je vais vous dire. Mais enfin, la décolonisation a quand même cette rupture, présente cette rupture incroyable, que pour la première fois depuis Adam et Ève, même pas né à l'époque, pour la première fois, le faible gagne systématiquement contre le fort. C'est-à-dire la puissance est systématiquement battue. Si ce n'est pas une rupture, où serait la rupture? La deuxième rupture, c'est la dépolarisation, la chute du mur, l'effondrement de l'URSS. Pourquoi? Pas parce que le mur est tombé, ça, c'est rien du tout, mais parce que le 2 décembre 1989, M. Gorbatchev rencontre George H. Bush en rade de La Valette sur un bateau de guerre américain, et Gorbatchev dit à Bush, l'URSS n'est plus du tout intéressée à la compétition avec l'Occident. Ça, c'est une rupture. Parce qu'on a entendu un énorme bruit, c'était Hobbes qui se retournait dans sa tombe. Par définition, les souverains sont en compétition infinie les uns avec les autres. Gorbatchev dit non, c'est fini, il faut trouver autre chose. D'ailleurs, il faut trouver la coopération. Évidemment,
personne ne s'est intéressé à Gorbatchev, qui aurait pu être l'homme de rupture. Peut-être on discutera de ce qu'est un homme de rupture derrière la rupture. Et simplement, on l'a complètement anéanti. Roland Dumas me racontait, lorsqu'il était présent au G7 de Londres au printemps 91, comment John Major, le Premier ministre britannique, a dit Gorbatchev, il attend dans l'antichambre, je vous propose de le faire mariner 3 heures, puis après on le reçoit pour lui dire qu'on n'a pas d'argent pour lui. Voilà comment on a saisi la chance de rupture. On y reviendra. Et enfin, la troisième rupture, elle est plus complexe parce qu'elle ne renvoie pas à un événement. Et ça, c'est une grande question. Est-ce qu'un processus peut être rupture alors que les deux premiers, c'était des événements? C'est la mondialisation. Vous savez, la mondialisation, c'est le sujet top. Quand vous avez envie de coller un étudiant parce que sa tête ne vous revient pas, vous lui demandez de définir la mondialisation et vous êtes sûr de le coller et de le renvoyer en septembre. Personne ne sait, c'est incroyable. C'est peut-être ce qu'il y a de plus important dans notre monde contemporain, mais personne n'est capable de le définir. En revanche, on en connaît les symptômes. Et les 3 symptômes de la mondialisation, qui n'a absolument rien à voir avec la globalisation financière, qui n'en est qu'une des conséquences parmi d'autres, mais pas l'amont du processus, c'est l'inclusion généralisée, c'est-à-dire tout le monde appartient à un système international unique. Deuxièmement, l'interdépendance. Et troisièmement, la mobilité. Alors ça, si ce n'est pas des ruptures, où sont les ruptures? L'inclusion généralisée, ce n'était jamais arrivé. Avant 1947, début du processus de décolonisation, 46, indépendance des Philippines, à partir de 1946, le système international cessait d'être régional, il a été pendant des siècles, européen puis euro-américain, il devenait mondial. C'est quand même une rupture, ça. Et puis, deuxièmement, les États étaient interdépendants, et interdépendance, alors j'ai rappelé M. de la Palisse, et je lui ai dit, mais interdépendance, c'est pas le contraire de la souveraineté? Ah, il me dit, quelle belle palissade, merci mon ami. Et effectivement, là, la rupture est considérable. Nous sommes dans un monde où tout le monde dépend de tout le monde, c'est-à-dire le faible dépend du fort, mais désormais, le fort dépend du faible. Et on voit bien, M. Trump, c'est effectivement une gonflette diplomatique sans précédent, mais qui est complètement paralysé par la dépendance qu'il a, regardez dans la crise avec l'Iran, par rapport aux monarchies du Golfe, par rapport à la Chine, par rapport à l'énergie sociale iranienne dont il est entièrement dépendant. Et ça, c'est quand même une rupture. Puis la troisième rupture, c'est la mobilité. C'est-à-dire, nous sommes dans un monde, quels que soient les sciottismes qu'on entend par ailleurs, où le migrant est l'avenir du monde. C'est-à-dire où on ne peut pas vivre autrement qu'à travers l'organisation de la mobilité générale. Alors, on est content, j'ai fait mon boulot, je vous ai fourni des caisses de rupture. Seulement, moi je pense que ce n'est pas des ruptures, c'est probablement simplement des caisses. Et c'est pour ça que notre monde va mal. Parce que nous ne savons pas produire un substitut. Alors très vite, la décolonisation, une rupture, oui, mais tous les pays décolonisés tournent autour d'un État importé qui, parce qu'il est importé, ne fonctionne pas. Donc ce n'est pas une rupture, c'est une cassure. La dépolarisation, oui, mais vous avez remarqué, la dépolarisation, c'était 1989, 37 ans après, 36 ans et demi, on continue à parler de notre système international comme post-bipolaire. C'est-à-dire qu'on est même incapable de le nommer. Alors, est-ce que c'est de la rupture ou simplement de la cassure? C'est-à-dire, si vous nommez post-bipolaire, qu'est-ce que ça veut dire? Si on considère que le troisième âge, c'est le post-deuxième âge, si on considère que l'histoire contemporaine, c'est l'histoire, c'est la post-histoire moderne, pas l'histoire post-moderne, ça renverrait à autre chose, et ainsi de suite. Nommer quelque chose post, c'est reconnaître qu'on est incapable de le définir, mais de le définir que par rapport à ce qu'il n'est plus. Or, définir quelque chose par rapport à ce qu'il n'est plus, c'est une façon de nier l'inédit du système, ou en tous les cas l'incapacité de le détecter. Et puis, la mondialisation, je vous disais tout à l'heure, on continue à survivre dans l'ignorance de ce qu'elle est. Vous avez fait l'amitié de citer 2 de mes bouquins, Nous ne sommes plus seuls au monde, et Quand le Sud réinvente le monde. Je suis à peu près le seul à le penser, ça. Croyez-moi, il y a beaucoup de gens qui pensent qu'on est seul au monde. Voilà.
Alors, tout ceci m'amène effectivement à réfléchir, mais après une page de publicité, carburant, tout ceci m'amène à m'interroger sur l'habillage des ruptures en cassure. C'est là-dessus que je voudrais attirer votre attention. J'hésite entre 5 ou 6 incarnations de cette logique de cassure. Dans une phase pessimiste de mon analyse, qui me pousse à penser que nous sommes dans le constat de l'inefficience du modèle hobbesien que je désignais tout à l'heure, sans avoir la possibilité de construire un substitut qui nous permettrait de rompre réellement. C'est-à-dire que finalement, nous vivons avec un modèle hobbesien qui est dans une situation de coma profond, mais qu'on ne veut pas débrancher parce qu'on ne sait pas par quoi le substituer. Alors, premier exemple, c'est l'idée de puissance. Alors, j'en ai mais assez, mais plus qu'assez, hein, comme dirait Jacques Brel, et j'ai horreur de cette façon qu'on a de nous resservir les retours. Retour de la puissance, retour de la guerre, retour de la nation, retour de l'État. Ça me fait penser à ma pauvre mère qui me chantait toujours « J'attendrai les jours et la nuit, j'attendrai toujours ton retour ». Ben oui, mais sauf que l'histoire, elle n'offre pas d'aller-retour. Elle n'offre que des allers simples. Pour une raison, mais qu'on peut comprendre dès le CP, c'est que le contexte ne cesse de changer. Comment voulez-vous que revienne ce que d'aucuns appellent la Troisième Guerre mondiale, alors que le contexte d'aujourd'hui n'a rien à voir avec celui de la Seconde Guerre mondiale? Comment voulez-vous qu'on parle de retour de nation, alors que la nation s'inscrit dans un environnement qui n'a rien à voir avec celui qui était du temps de sa construction et de son invention? Comment voulez-vous qu'on assiste au retour de la puissance, alors que celle-ci a été forgée dans un contexte qui n'a rien à voir avec celui? Et donc, ce retour, entre guillemets, ce faux retour, en fait, c'est un rafistolage de la puissance. Et ce rafistolage de la puissance, il a 3 caractéristiques qui montrent à quel point on est plus dans une logique de cassure que dans une logique de rupture. Première caractéristique de la puissance aujourd'hui, c'est qu'elle correspond à une nostalgie. Make America Great Again. Mais personne ne savait que Poutine, 20 ans auparavant, avait dit Make Russia Great Again. C'était exactement la même chose. Et si vous regardez les discours d'extrême droite ou des partis nationaux populistes en Europe, ils sont tous dans cette obsession de la puissance à rebâtir. Même l'AfD dit, mais la Wehrmacht, c'était pas mal, hein, vous savez. Ben oui, elle avait des côtés sympas. Hein, puis on dit des choses sur elle qui ne sont pas vraies. D'ailleurs, le négationnisme n'est jamais très loin dans ce genre. Et Trump, bah oui, il s'appelle comme ça, qu'est-ce que j'y fasse? Trump, en fait, est né bien après le trumpisme. Le trumpisme, c'est l'émanation de ce profond malaise de la société américaine qui, au tournant du siècle, a découvert que la mondialisation, au lieu de marquer la fin de son histoire, marquait le début d'une forme de décadence. Parce que c'est vrai, regardez les travaux de l'économiste Branko Milanovic qui le montrent très bien, les classes moyennes américaines se sont appauvries par la mondialisation qui a profité aux émergents et plus particulièrement à la Chine. Et donc, Make America Great Again, c'est une demande de retour, justement, une demande de retour. La deuxième caractéristique de la puissance, c'est qu'elle est nue. C'est-à-dire que cette puissance ne devient agréable, crédible, que si elle est détachée de tout ce qui était jugé capable de l'entraver, détachée du droit. Alors, est-ce une rupture ou est-ce une cassure? C'est tout simplement une régression.
C'est-à-dire, on oublie Grotius, on oublie Vatel, on oublie le droit international, on oublie Georges Sell, on oublie, etc., pour simplement retrouver cette puissance libérée des institutions et du droit, mais aussi libérée des valeurs. La puissance du temps des néocons, de M. George W. Bush, c'était cette puissance qui devait se mettre au service du regime change et de la promotion de la démocratie. Plus question de ça. On va casser au Venezuela, mais surtout pas pour établir une démocratie. Ce n'est pas mon problème. Et la démocratie en Iran n'est pas le problème de M. Trump. Et on pourrait ainsi continuer les exemples. Et cette puissance nue, c'est une puissance désentravée. Et cette façon de se libérer des entraves conduit à cette étonnante alliance entre les ultralibéraux et les illibéraux, entre M. Trump et M. Musk, que je vais bientôt appeler M. Musk. Et à partir de quoi? À partir de ce postulat libertarien en vogue aux États-Unis actuellement, je vous renvoie aux travaux du philosophe Murray Rothbard, qui explique très bien cette histoire que la puissance est aimable dès lors qu'elle libère, dès lors qu'elle est complètement libérée de toute entrave. Et donc, la puissance devient libertarienne, c'est-à-dire le libre usage, l'absolu libre usage de la force pour obtenir et atteindre ses fins. Et troisièmement, cette puissance, du coup, elle est auto-finalisée. Elle ne crée plus, elle affiche, elle montre. C'est ce que j'appelais la gonflette tout à l'heure. C'est du bodybuilding à l'échelle internationale. Bon, pardon, mais ça, ce n'est pas de la rupture. C'est, je dirais, du dévoiement. C'est le dévoiement du modèle hobbesien. C'est un modèle hobbesien dépouillé, mais ce n'est pas un modèle hobbesien auquel on aurait substitué un autre modèle. Deuxième axe, deuxième orientation, le rôle de la peur. Moi, plus je vieillis, et croyez-moi, en ce moment, ça marche, plus je suis convaincu du rôle moteur de la peur dans l'histoire, et en particulier dans l'histoire des relations internationales. Nous sommes dans une séquence de peur. Et on a peur de quoi? On a peur de la mondialisation. On a peur de ne plus être seul au monde. On a peur de ne plus être le centre. On a peur de ne plus pouvoir accomplir cette évolution linéaire qui va mener au paradis de l'humanité. Et cette peur vient réalimenter, alors est-ce une rupture ou est-ce une cassure, un nationalisme qui n'est plus politique, qui est identitaire. Le nationalisme de conquête, c'est un nationalisme politique, celui qui limite l'absolutisme, celui qui permet de créer un pouvoir délibératif. Le nationalisme identitaire, c'est un nationalisme de repli. On a peur. Qu'est-ce que vous faites quand vous avez peur? Vous rentrez chez vous, vous fermez vos fenêtres, vous fermez vos volets, vous fermez votre porte, vous tournez votre verrou, vous ne répondez à personne. C'est exactement la situation du national-populisme que nous voyons dans tous les pays occidentaux. Et donc, il faut savoir dépasser cette supercherie. On ne peut pas vivre avec la peur, on ne peut pas gouverner avec la peur, on ne peut pas inventer avec la peur, on ne peut pas faire du bien avec la peur. La peur, comme disait ma grand-mère, est mauvaise conseillère. Enfin, elle ne m'a jamais dit ça, mais il y en a beau. Elle aurait pu, exactement. Je vous remercie. Alors, la question que je pose, c'est est-ce que la peur crée ou est-ce que la peur replie? Est-ce qu'on est dans une logique de rupture ou dans une logique de repli? Je suis persuadé qu'on est dans une logique. Troisièmement, c'est le mythe de la coquille vide. Vous avez peut-être vu le dernier sondage, le comportement des Occidentaux, des Européens occidentaux, ou des Européens tout court d'ailleurs, vis-à-vis du politique. Et là, la réponse est sans pitié, c'est-à-dire vous avez à peu près 15% de confiance en le politique. Et du coup, on assiste à une désactivation de la démocratie. J'ai lu ce terme récemment sous la plume d'un auteur, on appelle ça la démocratie déconsolidée. Ça aussi, dans les dîners en ville, ça fait bien de parler de la démocratie déconsolidée. C'est terrible, la démocratie déconsolidée, parce que on se dit,
finalement, l'homme fort va régler les problèmes que la démocratie n'est plus capable de régler. Est-ce que ce regain d'intérêt pour l'homme fort, c'est une rupture ou est-ce que c'est simplement une cassure? Dès que l'homme fort apparaît dans l'histoire, c'est toujours très mauvais signe, c'est signe d'une pathologie extrêmement forte. Le quatrième élément sur lequel je voudrais vous faire peut-être réagir, c'est ce que j'appellerais le capitalisme découplé. Alors ça, c'est aussi une rupture. On pourrait croire à une rupture. C'est-à-dire que le capitalisme, il a cheminé main dans la main pendant des siècles avec la démocratie ou avec le projet démocratique. C'était ce qui animait le bourgeois et au nom de l'accomplissement de cette fonction économique de la bourgeoisie urbaine, eh bien, on demandait la démocratie contre l'absolutisme garant du système foncier et rural traditionnel. C'est comme ça que la bourgeoisie capitaliste a été promotrice de la révolution et de la post-révolution. Et puis alors, chance absolument extraordinaire pour le capitalisme, il y a eu la bipolarité au lendemain de la Seconde Guerre mondiale. Et là, capitaliste, c'était du côté de la démocratie et le socialiste du côté de l'autoritarisme. Rien de tel pour discréditer le socialisme. Les socialistes, c'est des bolcheviks, etc. Bon, pas faire une allusion à ce que j'ai entendu ce matin d'un candidat à la mairie de Paris, dans l'embarras, donc je ne le citerai pas, mais c'était extrêmement évocateur de ce point de vue-là. Voilà. C'est vraiment sauté au plafond. Et avec la chute du mur, l'accouplement multiséculaire de la démocratie et du capitalisme, ça ne marche plus. Parce qu'avec la chute du mur, le système helsinno-poutinien s'est emparé du capitalisme pour créer un capitalisme autoritaire, avec des oligarques qui ne sont pas spécialement des démocrates sincères. Et depuis la politique d'ouverture de Deng Xiaoping en 1980, vous avez une absorption du capitalisme dans le système chinois. Donc le capitalisme n'a plus de nationalité philosophique. Il est autant autoritaire que démocratique. Mes amis Ahmet Insel et Pierre-Yves Hénin, deux éminents économistes, ont inventé, forgé le concept de national-capitalisme autoritaire, le NACA. Ça aussi, dans les dîners, c'est bon. Et effectivement, on a le sentiment que de plus en plus, le capitalisme recourt à des pratiques autoritaires, antidémocratiques, sans la moindre précaution. On pourrait parler, enfin, je ne sais pas si on a le droit ici de parler des petits muscles français. Oula, attention, c'est dangereux. Mais les petits sosies d'Elon Musk en France. Vous voyez ce que je veux dire? Bon, je ne vais pas parler loin. Enfin, je pense que des propriétaires de chaînes de télé. Et effectivement, on voit ainsi se banaliser un mariage, y compris ici en France, entre ce néo-capitalisme et ces pratiques autoritaires et en même temps traditionnalistes. C'est un autre mariage. Est-ce que c'est une rupture? Non, je pense que c'est une cassure. Alors, je termine sur toute dernière chose. Et ça, peut-être que c'est la vraie rupture. Quand même, il faut que vous puissiez dormir cette nuit. Moi, je pense que dans ce désordre, parce que vous voyez, si on est du côté de la cassure plus la rupture, on est du côté du désordre plus que de l'ordre. Et je trouve que depuis 1945, on détruit beaucoup, mais on ne construit jamais. Il y a quand même une petite lueur d'espoir. Cette petite lueur d'espoir, c'est que face à la faillite du politique, le social prend le relais. Désormais, le social court plus vite que le politique. Moi, je suis fasciné par la Gen Z, par cette nouvelle génération qui est porteuse d'un nouveau narratif, d'un nouvel imaginaire. Moi, j'ai été fasciné par le printemps arabe, qui est né d'on ne sait pas quoi et qui s'est éteint on ne sait comment. Moi, j'ai été absolument fasciné, remué par cette mobilisation extrêmement courageuse du peuple iranien en décembre et janvier dernier, avec cette répression absolument terrible qui s'est abattue sur lui. Moi, je suis absolument subjugué par la manière dont, alors que personne ne voulait voir la cause palestinienne
martyrisés à travers les quelques 100 000 morts, de voir le retournement de cette opinion publique internationale, qui a obligé des gouvernements qui préféraient se cacher sous la table à reconnaître l'État palestinien, simplement parce qu'il y avait une pression sociale, par ces mobilisations dans les universités. Il y avait pas Lénine derrière. C'est-à-dire, que faire, c'est terminé. Il y avait une espèce de vapeur sociale, ce que j'appelle, ça c'est une façon de vous faire acheter mon bouquin, la mystérieuse énergie sociale, qui est en train de, alors complètement bousculer l'ordre aronien, c'est-à-dire Raymond Aron disant l'international c'est le diplomate et le soldat. Ben non, c'est le piéton que nous sommes. Le rôle du piéton, personne ne veut jamais regarder ça, le rôle du piéton dans les relations internationales, qui peut conduire à l'horreur. Le piéton dans les relations internationales, il peut commettre des actes de terrorisme épouvantables, il peut commettre des viols, des choses absolument horribles. Je ne vais pas avoir la naïveté de vous présenter l'humain comme étant le bien absolu, mais il est aussi capable de solidarité, d'empathie. C'est peut-être ça la vraie rupture de la relation internationale. Vous voyez, j'ai plusieurs maîtres, Durkheim bien sûr, mais quand même le grand auteur, Victor Hugo, parce que lui, il a tout compris avant les autres, quand il parlait de sympathie des âmes. Oui, mais écoutez, Victor Hugo, c'est très net, c'est très clair. Relisez l'enfant grec, cette naissance de la solidarité transnationale. L'empathie, c'était élitaire du temps de Totor, parce que peu nombreux étaient celles et ceux informés sur le monde. Aujourd'hui, tout le monde voit tout le monde. Et ça crée une dynamique sociale qui est en train de tout submerger. C'est peut-être ça, enfin, la rupture. Bon, merci. Merci surtout, enfin, merci de tout votre exposé, tous deux. Et Bertrand Badi, merci aussi d'avoir sauvé dans les 5 dernières minutes mon sujet, puisque finalement, vous avez quand même essayé de démontrer qu'il ne tenait pas debout. Si, voilà. Mais je crois que c'est, comment dirais-je, très, très passionnant, parce qu'on a deux approches qui ne sont pas si éloignées, parce que moi, ce que j'ai trouvé en écoutant Bertrand Badi, c'est quelque part qu'il retrouvait le lien qui fait la colonne vertébrale, si j'ose dire, un lien de votre livre, hein. Donc, en fait, c'est quand même aussi, il y a beaucoup de choses là-dessus. Alors, moi, j'ai évidemment des questions, mais je pense que le public en a, et je vais d'abord passer peut-être la parole au public avant de poser mes propres questions, et j'en ai une devant moi, donc je vous donne la parole, monsieur. C'est très bref, c'est que j'entends le mot rupture, et à aucun moment donné, j'ai entendu dérèglement climatique. Voilà, c'est tout. Oui. Alors, c'est pas moi qui vais répondre. Personne n'a parlé de règlement climatique, sauf moi, je crois, au début. Alors, voilà. Alors, je vais évidemment vous faire la réponse de l'organisatrice, qui est: nous en parlerons à la prochaine séance, ce qui est vrai. Mais en l'occurrence, vous avez sûrement quelque chose, voilà, une réaction. Ah bah, monsieur, d'abord, vous avez 10 000, 100 000 fois raison, mais pourquoi j'en ai pas parlé? C'est parce que la rupture n'a pas été faite. Moi, mon boulot, c'est un boulot de sciences politiques. Et je constate que les gouvernements, même ceux qui disent la maison brûle et nous regardons dans une autre direction, ils font de la rhétorique. Mais ce qui me frappe, c'est que dans le traitement des biens communs de l'humanité, dans le traitement de la sécurité globale, les États ne sont pas en rupture avec leurs pratiques multiséculaires, c'est-à-dire ont une volonté délibérée d'un traitement souverainiste de cette question. Et donc, pas circuler, il n'y a rien à voir. Les COP, c'est un modèle de non-rupture.
C'est-à-dire, on va traiter du changement climatique comme on traitait de la définition de la frontière sur le Rhin, il était un temps. C'est-à-dire par la politique transactionnelle, par le bargaining. Vous savez que l'un des principes des COP, c'est le fameux CDN, contribution déterminée nationalement, qui est un crime contre la sécurité globale. Parce que si vous laissez les États-nations déterminer souverainement leur contribution à la gestion de la sécurité globale, vous ne ferez pas progresser la sécurité globale, parce que les Polonais vont dire, ah bah écoutez, nous sans charbon on crève, les Émiratis ou les Saoudiens vont dire, ah bah nous, si vous stigmatisez le pétrole, on est foutu, etc. Et on n'a pas franchi le pas. Et je vais vous donner un autre exemple de non-rupture. Ben exactement. C'est pour ça que c'est à l'heure. Là-bas. Et je vais vous donner un autre exemple. Il y a quelques années, malheureusement, je n'ai plus la date en tête, à l'initiative de l'Allemagne, on a décidé d'un débat ouvert au Conseil de sécurité sur la question climatique. Vous savez que le règlement permet ce genre de choses, c'est-à-dire le Conseil de sécurité peut s'ouvrir à des membres extérieurs pour discuter d'un sujet avec en contrepartie l'impossibilité de prendre une résolution contraignante. Et donc les Allemands, la délégation allemande aux Nations Unies a imposé une discussion, un débat sur la sécurité climatique. Conseil de sécurité. Parlant de sécurité climatique, c'est quand même pas extraordinaire. Oui, mais alors la dernière fois, je crois, le délégué russe au Conseil de sécurité, M. Nebenzia, un homme très sympathique avec qui vous avez vraiment envie de passer le week-end, hein, a pris la parole et a dit non seulement il est inutile de parler de changement climatique au Conseil de sécurité, mais c'est même contre-productif. La messe est dite, il n'y a pas eu de rupture. Et le Conseil de sécurité considère que la sécurité sanitaire n'est pas sur son agenda, sauf si Ebola peut menacer les casques bleus, je vous assure. Sinon, peu importe que les gens crèvent, ça va. La sécurité alimentaire, on n'en discute jamais. Pourtant, je vous rappelle que la faim dans le monde fait 10 millions de morts par an, ça va. Et la sécurité climatique non plus. Ça veut dire que le Conseil de sécurité entend sécurité comme M. Wilson entendait sécurité en 1919, c'est-à-dire comme étant simplement les rapports de force entre États. Donc, si j'en ai pas parlé, c'est parce qu'il n'y a rien dans le magasin. Voilà. Je vais vous laisser réagir, puis je dirai un mot là-dessus. Oui, je pense bien. Non, effectivement, je n'ai pas du tout abordé ce point fondamental parce qu'il ne s'inscrivait pas du tout dans la démarche dans laquelle je m'inscris, puisque voilà, ma réflexion portait pour l'essentiel sur la question des rapports interpersonnels, ce sur quoi je travaille. En revanche, juste pour réagir comme ça spontanément à votre question, ce qui me frappe, c'est pareil, là, le glissement conceptuel. Vous avez évoqué la question du dérèglement climatique, quel lapsus. Monsieur Badi a répondu en parlant de changement climatique. Et je trouve intéressant comme on est toujours aussi dans une espèce de difficulté à nommer, pour reprendre aussi l'expression tout à l'heure de Badi, de Monsieur Badi. Alors si je devais faire comme ça, spontanément, un rapprochement avec mon propos, je dirais effectivement dans la mesure où ce cycle de conférences s'appelle la rupture anthropologique, il eût été effectivement tout à fait pertinent de parler d'anthropocène. J'ai terminé, moi, en parlant du rapport à la technique, au transhumanisme, etc. C'est effectivement un point fondamental que de se dire, au fond, comment les techniques humaines ont conduit à ces dérèglements. Et donc cette rupture anthropologique introduit effectivement des effets destructeurs à l'échelle de la nature, bien sûr, ce qu'on appelle aujourd'hui l'anthropocène. Et donc, est-ce que on peut transposer ce concept de rupture que moi que j'emploie plutôt dans le champ des relations interpersonnelles, pour se dire au fond
Voilà, est-ce qu'on peut parler d'une rupture dans la nature? C'est pas du tout mon domaine de recherche, donc là, je laisserai plutôt Madame Bettina Laville. En revanche, il me semble que Monsieur Badi a quand même donné des éléments dans sa présentation lorsqu'il parlait de mobilité et de migration. Je crois qu'effectivement, bah voilà, ça va introduire je crois qu'il y a cette question du dérèglement climatique n'a pas été explicitement nommée, mais je crois qu'il était quand même contenu de manière sous-jacente dans la présentation au moins de Monsieur Badi. Effectivement, c'est un peu à la carte micro. Je ne vais pas répondre vraiment à votre question parce que nous sommes là pour avant tout discuter avec mes invités, mais je dirais deux choses. La première, c'est que je suis entièrement d'accord avec votre analyse du côté westphalien, justement, de l'accord de Paris, parce que c'est ce que vous dites entre les lignes. À l'époque, je l'avais critiqué, et j'en avais parlé, et Dieu sait si je me suis fait ramasser parce que c'est la gloire de la France, le traité de Paris, donc on ne peut pas y toucher. Je voudrais dire que la Convention de 92 de Rio sur les climats et sur la biodiversité était beaucoup moins westphalienne, justement, parce qu'elle était dans une époque où on pouvait se permettre de dire certaines choses, et le traité de Kyoto, il était beaucoup, beaucoup moins. Ça, voilà. Et on est revenu à ça, et du coup, on est dans l'aporie complètement de la COP30, qui fait qu'aujourd'hui, on ne sait pas comment s'en sortir. Et l'ONU, je crois, a assez conscience de redonner la parole à la société civile, mais c'est quand même une société civile mondiale à 8 milliards presque, et donc c'est pas facile, on ne sait pas encore tout faire. Je suis très curieuse de lire votre livre là-dessus, parce que c'est vraiment le problème. Et la seconde chose, avant de vous repasser la parole, que je voudrais dire, c'est que la rupture, là, elle viendra peut-être de la nature, je veux dire, et elle vient de la nature en ce moment, et on s'en rend compte. Il y a quand même une accélération extraordinaire et tout. Et ce qu'il y a de très frappant, et là j'interroge à la fois le philosophe et le politiste, c'est que plus la rupture naturelle est évidente, moins la rupture institutionnelle se fait pour traiter ce problème. Et ça, c'est quelque chose, moi, qui n'a pas fini de m'interroger. Oui, pardonnez-moi, je voudrais rajouter juste un tout petit mot. D'où est venue la rupture en matière environnementale? Moi, quand j'étais étudiant, il y a pourtant très peu de temps, oui, on en prie, le mot environnement voulait dire ce qu'il y a autour. Qu'est-ce qui a forgé ce concept? Qu'est-ce qui a forcé en 1973 le président Georges Pompidou à créer un ministère de l'Environnement confié, si ma mémoire est bonne, à Robert Poujade? C'est la pression sociale. C'est le spectacle coup sur coup de la Moco Cadix et du Torrey Canyon, si vous vous souvenez, ces oiseaux emmazoutés qui ont profondément ému le spectateur, l'opinion publique, qui a fait pression pour qu'on discute des questions climatiques. C'était pas d'origine politique. La rupture n'a pas été d'origine politique, elle a été d'origine sociale. Oui, mais ça venait de la société. Ça venait de la société. Et juste pour aller dans le sens de ce que vous dites, quelque chose que je regrette de ne pas avoir dit, rendons hommage au grand Kofi Annan, qui a été le premier à comprendre ce phénomène et qui avait dit, moi je me souviens, il a dit à mes étudiants que j'avais emmenés en séminaire aux Nations Unies à New York, il avait dit, moi je désespère complètement du Conseil de sécurité, c'est bloqué, on ne pourra même pas le réformer, et donc je vais le contourner. Comment ? En privilégiant le multilatéralisme social, parce que là, les États peuvent beaucoup moins bloquer. Et ça a été la déclaration du millénaire, qui est un chef-d'œuvre, c'est le plus beau texte que je n'ai jamais lu, le 1er janvier 2000, et les OMD, puis ensuite les ODD, les OMD, les objectifs millénaires pour le développement. Et tout ceci a fait que le multilatéralisme social, comme dans le cholestérol, c'est devenu le bon multilatéralisme, là où le multilatéralisme du Conseil de sécurité, c'était le mauvais cholestérol. Et on en est là jusqu'au jour où M. Trump s'est aperçu de la manœuvre et a dit on coupe l'USAID, on démantèle les agences sociales des Nations Unies, le multilatéralisme social, ce qui, d'après la revue Le Lancet, condamne à mort 14 millions de personnes d'ici 2030.
magnifique pour quelqu'un qui veut le prix Nobel de la paix. C'est peut-être un peu compromis. Alors, attendez, monsieur, que j'ai vu le premier, monsieur ensuite. C'est une question à M. Badi sur la question des énergies sociales. Parce que vous avez dit beaucoup de modèles politiques sont déjantés, ne marchent plus. Hobbes, Locke dans le bouquin, Lénine, post-Lénine. Et notre source, c'est les énergies sociales des peuples interconnectés. Mais ces énergies sociales, c'est non pas de forme politique ou de forme symbolique, elles tournent à vide. Dans votre livre, vous disiez la colère, les souffrances. Et donc, c'est une situation instable de souffrance continue, mais pour scander historiquement, je dirais c'est une époque d'expérimentation. Les peuples savent bouger, ils sont interconnectés, on peut être directement en phase avec la Tunisie ou avec Hong Kong il y a 5 ans, ou sur l'environnement, quand il y avait des mobilisations sur le climat, sur l'IRD climat, quoi. Mais s'il n'y a pas de forme politique, ça tourne à vide, du moins, c'est que la colère, l'empathie et la colère, quoi. Et à ce moment-là, je changerai le diagnostic en disant expérimentation continue des peuples interconnectés, régissant très vite sur des émotions positives et négatives, mais quitte à essayer des formes politiques successives, quoi. Il y a un diagnostic pessimiste, mais qui appelle à des inventions politiques, quoi. Yes, but, en gros, vous avez totalement raison. Vous avez totalement raison. Et ce serait trop beau et trop simple si c'était si linéaire que cela, bien sûr. En même temps, cette nouvelle dynamique sociale, elle crée 2 pas en avant. D'abord, la conscientisation. On découvre des enjeux. L'enjeu environnemental, il est venu d'en bas, from below, très clairement. La conscientisation, c'est extrêmement important. Lorsque des étudiants ont dit, écoutez, des dizaines de milliers de morts à Gaza, ça suffit, les politiques, ils ont été obligés quand même d'écouter un peu. Même M. Trump a dû dire à Netanyahou, arrêtez maintenant. Bon. Donc la conscientisation, ce n'est pas rien. Mais c'est pas seulement, et je vais vous donner un exemple, moi j'enseignais à l'Université du Caire au moment du printemps arabe, et j'ai vu un changement dans la conscience des étudiants avant et après. Et ils ne sont jamais revenus comme avant, justement. Donc la conscientisation, c'est important, et je pense qu'il y a un deuxième élément sur lequel il faut travailler, et là on est en plein dans le narratif de la rupture en matière de conscience, et la rupture dans ce qu'on appelle la mise sur agenda. C'est-à-dire de plus en plus, les politiques sont obligés de mettre sur agenda. Alors, comme les formations politiques sont complètement décomposées, ça c'est un autre sujet, de voir qu'il n'y a plus de partis politiques pratiquement. En France, si on se limite à France, il n'y a plus de partis politiques là-bas. Eh bien, les partis sont complètement décomposés. Donc, qui fait le travail? Moi, quand j'étais étudiant à Sciences Po, on m'apprenait, Alfred Grosser m'apprenait que la fonction des partis politiques, c'était l'articulation des demandes. Maintenant, il n'y a plus personne qui articule les demandes. Alors, il y a quand même des organisations de substitution, les ONG, les associations, tout ceci, ça travaille à partir du social. C'est là que je serais un peu moins pessimiste que vous. Puis, une dernière chose, moi, je suis un militant de l'approche générationnelle des relations internationales. Quelqu'un qui, comme moi, a été socialisé sur la guerre froide ne peut pas avoir le même regard sur les relations internationales que quelqu'un comme ma fille qui est née au moment de la chute du mur et de toutes les illusions qui l'accompagnaient, ou quelqu'un, hélas pas comme ma petite fille, puisque j'en ai toujours pas, mais bah oui, si vous pouvez m'aider, enfin, mais quelqu'un comme mes étudiants, qui eux appartiennent à une autre génération, qui est celle post-illusion, celle de la désillusion de la chute du mur et de la communication généralisée, c'est de la Gen Z. Eh bien, moi, j'ai fait un boulot formidable, enfin un boulot formidable, c'est-à-dire mon métier était formidable, m'a énormément appris. Pendant 50 ans, j'ai été prof, et tous les ans, des jeunes de 20 ans renouvelaient ma vision que j'avais du monde, parce qu'ils me disaient hey, « Pépé, ça ne tient plus ton truc ». Et donc, voilà, ça, c'est quand même, c'est de la rupture, ça. C'est-à-dire comment chaque génération apporte une autre lecture. Je ne peux pas vendre dans les amphis
aujourd'hui, en 2026, ce que je vendais en 2000 ou ce que je vendais en 1980. Hein. Et ça, c'est quand même du concret positif. Ça, c'est ce que nous dit Nassim au niveau générationnel, c'est le lien. Tout à fait, mais totalement, mais totalement. Alors, sauf que vous avez des frigidaires qui sont les politiques. La formule n'est pas de moi, elle est de Pierre Asner qui parlait de la guerre froide qui servait de frigidaire. Il disait, et il avait tout à fait raison, c'est-à-dire que les politiques qui ont été formés dans les années fin du XXe siècle, moi j'avais Macron dans mon amphi, hein, bon bah je lui apprenais des trucs qui sont périmés maintenant et manifestement il est toujours à ça. Bon, et donc cette réfrigération du monde par les politiques qui sont bloqués dans une vision dépassée et périmée, c'est effectivement ce qui ralentit le mouvement. Vous avez des glacières aussi qui sont quand même enfin, des États comme l'Iran, etc. Parce que le mouvement social formidable est quand même totalement arrêté par les dictatures. Ah non, on n'arrête jamais. Vous savez, je ne saurais pas dire en espagnol, un peuple uni n'est jamais vaincu, cette fameuse formule qu'on entendait. Non, non, ça, croyez-moi, hein, les mouvements sociaux, c'est jamais fini. Ça rentre sous un tunnel, ça peut ressortir demain matin, dans 2 mois, dans un an. Avec des dégâts. Quand même. Ah ben, vous savez, moi j'ai toujours dit à mes étudiants que les relations internationales, c'est la science des souffrances mondiales. Bien sûr. Et là, vous mettez le doigt sur quelque chose, moi, qui me touche personnellement, c'est que la puissance, elle est de plus en plus destructrice, tout en étant de moins en moins constructrice. Et c'est pour ça qu'on est plus dans la cassure que dans la rupture. Alors, Merci beaucoup. Dans le prolongement aussi, ce qui fera aussi écho à ce que vous disiez, Bertrand Badi, cette idée de dynamique sociale, je n'ai pas encore eu l'occasion de lire votre livre, ça ne saurait tarder. Mais moi, ce qui me frappe, c'est cette idée aussi que là, on parle de mouvements qui se présentent ici et là, qui ne s'arrêtent jamais, je crois aussi comme vous. Mais je dirais qu'aussi ces mouvements font aussi écho ailleurs. Et ça revient à cette mondialisation. Et ce que Kant disait déjà dans son anthropologie, je suis sensible à la souffrance aujourd'hui, au XVIIIe siècle, hein, je suis sensible à la souffrance d'individus qui pourtant sont à 2000, 3000 km de moi. Et c'est exactement. Et c'est aussi cette énergie sociale, elle prolifère et elle communique. Voilà. alors j'ai bien retenu que vous vouliez parler. On va donner la parole à Sadi et puis revenir à vous, monsieur. Merci d'abord pour ces exposés qui sont très éclairants. Je voudrais être sûr que j'ai bien compris. La rupture, c'est la compréhension que c'est irrémédiable. Hein. Et la cassure, c'est peut-être réparable, c'est cassé, mais donc on n'abandonne pas l'espoir de pouvoir refaire ce qui était avant. Hein. Et donc, moi, je voudrais vous poser une question qui est, est-ce que donc la conscience ou l'acceptation de la rupture est nécessaire pour une révolution? Et l'autre question que j'aimerais vous poser, je pense à la théorie du Big One de Amalberti et Hock qui explique que les révolutions, c'est dans le domaine technologique, mais ne peuvent se produire que s'il y a un scandale d'abord, et c'est là que vient le social. Pour que le politique se remue, il faut qu'il y ait un scandale, parce que sinon tout ce qui a été investi, le capital perdu, si on veut dire, personne n'a intérêt à un changement à court terme, et donc pour qu'il y ait un changement profond, il faut vraiment que le politique s'en mêle. Et donc, mais s'il n'y a pas de projet, on ne peut pas se tourner vers l'avenir, on reste dans ce que vous avez appelé, professeur El Kabli, le brouillard de la rupture et de la crise. Et donc, ma première question, c'est donc, est-ce qu'il faut avoir une acceptation de la rupture pour une révolution? Et la deuxième, c'est comment est-ce qu'on recrée un projet dans politiquement, hein, dans la situation de brouillard de la rupture ou de la crise? C'est vraiment ce sont des questions extrêmement passionnantes. Merci beaucoup. Alors cette question de l'acceptation comme condition de la révolution, alors comment dire, de la manière dont j'ai moi en tout cas
poser cette distinction conceptuelle entre rupture et révolution, oui, il faut une conscientisation, il faut une prise de conscience, puisque j'ai défini la révolution comme précisément étant un acte de la volonté, un vouloir du sujet, un vouloir collectif. Donc, il faut effectivement passer de la rupture, laquelle ne nécessite pas nécessairement un vouloir ou même une conscience. Hein. Je peux parfois être dans le déni de quelque chose qui a pourtant rompu et je refuse de le voir. En revanche, le passage effectivement de la rupture au projet révolutionnaire, si je peux employer cette expression, nécessite effectivement une prise de conscience. Voilà. Et le deuxième élément, je l'ai mal noté, mais je crois que c'était plutôt une question pour vous, qui touchait aux questions. Au- facile, ça. J'en conviens. Habile, hein. Oui, vous posez un point qui est extrêmement intéressant, qui a fait beaucoup réagir en sciences politiques, qui est est-ce que le propre du politique est de ne pas vouloir changer? C'est un très beau sujet, vous avez 4 heures pour traiter le sujet. C'est un très très beau sujet et il y a eu de grandes batailles. Je pense notamment à une très grande dame états-unienne qui s'appelle Teda Skocpol, qui a fait un bouquin qui s'appelle States and Social Revolutions, où elle a eu l'audace de distinguer entre les révolutions politiques et les révolutions sociales. Et elle dit les révolutions politiques, c'est les politiques qui ont pris l'initiative un peu au nez et à la barbe des sociétés, alors que les révolutions sociales, c'est celles qui sont justement poussées par l'énergie sociale. Alors elle donne comme exemple, c'est là que les choses deviennent un peu compliquées, la révolution anglaise par exemple, où la révolution anglaise a été conduite par les élites parlementaires qui effectivement ont promu une vision plus démocratique, libérale, lockienne, que vous faisiez référence à Locke tout à l'heure. Comment ? Voilà, exactement. Oui, bon, ça n'a pas empêché après de décapiter le roi Charles, pas celui-ci d'ailleurs, mais l'époque. Et donc, tout ça est un peu fragile. Moi, ce que je crois, en revanche, c'est que le propre du politique, c'est d'être animé par une stratégie de conservation du pouvoir. La vraie variable me semble être là. Quand, pour conserver le pouvoir, il faut changer, eh ben on change. Et je vais vous donner comme exemple un conservateur de chez conservateur, qui est quand même Bismarck, qui a inventé l'État social, le welfare state. Enfin, un début de welfare state. Parce qu'il se disait, l'homme était intelligent, il se disait, mais si on ne fait pas ça, ça va nous tomber sur le pied. Et donc, la vraie variable, elle se trouve dans la stratégie de conservation du pouvoir. Moi, ce que je vois, c'est comment se raccrochent en France, mais pas seulement en France, les dirigeants, le pouvoir exécutif au fameux domaine réservé. Et la peur de devoir abandonner ce domaine réservé et du coup de perdre l'essentiel de son pouvoir. Et c'est la raison pour laquelle notre monde contemporain n'arrive pas à se débarrasser de la guerre. Si vous avez remarqué, maintenant on fait la guerre pour rester au pouvoir. Pourquoi Poutine fait la guerre? C'est pour rester au pouvoir. Pourquoi Netanyahou fait la guerre? C'est pour rester au pouvoir. Pourquoi Trump fait de la gonflette? C'est pour rester au pouvoir. Et quand il s'aperçoit que son électorat dit « OK, make America great again, but no boots on the ground », pas de guerre d'intervention, il cède aussi. Donc, on n'a pas suffisamment travaillé sur ces stratégies de conservation de pouvoir. Je pense que quelquefois, la conservation de pouvoir peut vous amener à changer. Après tout, la libération aussi en France, c'est ça. Hein, même si vous allez me dire, il y avait la guerre derrière, c'est quand même plus compliqué, mais enfin quand même. Le choix du général de Gaulle de donner l'indépendance à l'Algérie, c'est ça aussi. C'est-à-dire le général de Gaulle, qui était un homme d'une très grande intelligence politique, avait compris que s'il s'embourbait dans la guerre d'Algérie, eh ben, il se quatrième républiquiserait très vite. Bon. Donc, Ce qui nous amène à la question que vous avez vous-même posée. Qu'est-ce qu'un homme de rupture? tout à fait. Et là, je pense qu'effectivement, j'ai cité comme ça quelques personnages, Bismarck,
général de Gaulle, un personnage moi, qui me fascine pour changer de continent, qui est Zhou Enlai. Zhou Enlai était un réformateur dans l'âme, contrairement à Mao Tse-tung d'ailleurs, c'est ça qui est très intéressant, parce qu'il avait compris que pour que la Chine demeure et peut-être que le Parti communiste chinois reste au pouvoir, il fallait se projeter dans le monde. C'est lui qui a inventé la théorie chinoise de la mondialisation. Hein. On pourrait continuer à trouver d'autres exemples comme ça. Kofi Annan, tout à l'heure. Il n'y a pas que les chefs d'État, il y a aussi, et avant lui, déjà un peu Boutros-Ghali. Alors moi, je n'ai pas d'exemple là qui me viennent en tête, mais peut-être en tout cas des éléments un peu sur la base de ce que vous venez de dire aussi, des éléments peut-être de conceptuels. Un homme de rupture serait peut-être celui qui, précisément dans le cadre de la réflexion que nous avons là collectivement, serait celui que dépeint Machiavel dans Le Prince. À la fois voilà, c'est quoi la grande question de Machiavel? C'est précisément ça, cette capacité à la fois à conquérir le pouvoir, mais surtout à le conserver. Vous parlez de conservation, et c'est surtout ça la force du politique pour Machiavel. Comment conserver le pouvoir? Donc avoir ce sens à la fois de la stabilité, mais aussi être pris comme ça, d'avoir la conscience aiguë des variations et des changements qui affectent les rapports politiques, sociaux, etc. Donc, qu'est-ce qu'un homme de rupture? C'est un homme, je reprends les catégories de Machiavel, c'est l'homme à la fois qui sait, voilà, qui a l'art de la fortuna, de saisir exactement, et l'homme du kairos, hein, celui qui saisit le moment opportun, les décisions, et c'est ça l'homme de la rupture, être en capacité de préserver une certaine forme de continuité en l'espèce politique, tout en ayant voilà, cet art de saisir la discontinuité dans les rapports réels. Et qu'a dit Machiavel? Le seul art que le prince doive maîtriser parfaitement, c'est l'art de la guerre. Oui, c'est ça, bien sûr. Et ça, la boucle est bouclée. Alors, Moi, je vais bientôt la boucler aussi. Je sais, enfin, je ne l'aurais pas dit comme ça, mais je sais que l'heure avance. Plus le soir avance, plus on voit que la rupture débouche sur la continuité, ce qui quand même m'interroge un peu. Monsieur, vous aviez une question? Je pense qu'il y a M. Badi qui a essayé tout à fait à la fin d'en parler, le sens de la rupture. Je voudrais resituer ce thème dans la condition humaine, dans l'écosystème mystérieux dans lequel on évolue, une planète qui va disparaître dans quelques milliards d'années. On ne peut être que révolté de la situation. Et on parle beaucoup de rupture, mais en fait, la rupture, c'est le fait d'accepter la vie. Parce que rupture, ça veut dire on a été. Et on ne peut pas y échapper. Et on est obligé de l'accepter. Alors que la crisis, c'est le moment du choix. On peut choisir. On peut reconsolider la fracture, par exemple, dans la crise, mais pas dans une rupture. Autre chose que je voulais dire, c'est que la meilleure rupture qu'on a connue, ce sont les sciences. La meilleure mondialisation, c'est Internet. L'ubiquité. L'ubiquité. C'est extraordinaire. Et en science, on en est à vouloir tuer la mort. Quelle avancée! Tout ça, ce sont des ruptures. Non, mais tout ça, ce sont des ruptures. Et personne n'a parlé du sens, sauf peut-être monsieur a dit tout à fait à la fin, vous avez effleuré ça. Parce qu'en définitive, la grande question, c'est pourquoi tout ça? Et Dante a tout à fait imaginé un verbe, le transhumanisme. C'est-à-dire que l'individu est capable, chaque individu, de trouver en lui quelque chose qui le fait dépasser. Or, justement, quel est le sens de toutes ces ruptures successives? C'était ma question aux deux conférenciers. Le sens. D'accord. Je dis d'accord parce que, en fait, le sens du cycle, si vous voulez. Je vais pas répondre comme une organisatrice étroite. Ce qu'il y a d'extraordinaire dans ce type de rencontre, c'est que même si l'organisatrice discute avec ses invités,
on ne sait jamais comment la discussion évolue et finalement, à partir du thème de la rupture, moi j'aurais plutôt pensé qu'on arrivait à la tragédie des horizons, et bien pas du tout. On arrive justement à la fusion des horizons. Ce qui prouve, encore une fois, je ne sais pas du tout si du coup mon thème est valide, euh, mais ça prouve en tout cas que vous tous ensemble n'avez pas donc encore de désespoir et de sentiment de rupture inévitable. Alors, merci infiniment. Moi, je ne l'ai pas encore lu parce que je croyais qu'il n'était pas paru, mais je conseille, connaissant quand même très bien ce que vous avez écrit, votre dernier livre, et je conseille aussi celui qui va bientôt paraître, je pense, avec un peu de temps, c'est parce que c'est votre thèse, hein, toujours sur le lien. Et je vous convie en avril, moi je me souviens plus de la date, mais toutes les dates sont sur le site, sur l'aspect justement plus, ça fait la 5e fois, géopolitique. Ah ouais, ouais, mais moi, voilà, oui. Oui, mais de toute façon, vous partez, nous partons, donc voilà. De la partie rupture, où j'accueillerai le directeur de la HSS, Romain Huret, qui nous parlera beaucoup des États-Unis, où j'accueillerai un ambassadeur ami qui travaille beaucoup à l'Institut Montaigne, et j'accueillerai également quelqu'un qui viendra de faire paraître un livre qui devrait d'ailleurs beaucoup vous intéresser et qui portera sur l'environnement, voilà, et sur le climat. Et là, nous reparlerons beaucoup de climat. Il s'agit de Ami Daon. Voilà. Eh bien, merci infiniment. Et donc là, au mois d'avril, et attention, pardon, au mois d'avril, c'est 18h. C'était exceptionnel que ce soit à 17h, mais c'est à 18h. C'est l'heure d'hiver.